Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Oh là là, tu n'as pas le même micro que la semaine dernière là, j'ai l'impression, c'est pas la même chose. Non, j'en suis désolé. Ça n'arrivera plus. Mais ce Ça qui est bien, n'arrivera c'est plus jamais. que on va pouvoir reprendre les enregistrements en face à face maintenant, si on veut. Et oui, et oui, puisque vous avez certainement entendu l'information de la part de notre gouvernement, à partir du 1er juillet, les cinémas réouvrent, donc ça veut dire que Cinécast va reprendre un peu son rythme habituel, même s'il y aura d'office des petits moments d'absence pendant les vacances, hein, c'est jamais la période où on est la plus actif. Mais on va pouvoir du coup continuer maintenant ce format jusqu'au 1er juillet, et à partir du 1er juillet, vous proposer des critiques de films. Je pense notamment à Tenet de Christopher Nolan, hein, ou à d'autres films qui sortiront cet été, bien Bah sûr. On tiens, ne manquera pas de couvrir tout ça. ça m- ça m'aurait étonné que tu ne parles pas de Tenet. Non, et comme d'habitude, ça tombe la semaine de mon anniversaire, et en plus, sans doute la semaine où je serai en vacances, donc formidable, ça va être compliqué, ça va être super. Alors, on se retrouve cette semaine pour vous parler d'un film, comme d'habitude, qui mérite une seconde chance, qu'on lui donne, pardon, une seconde chance. Il s'agit dans ce cas-ci de Speed Racer, un film de 2008 des Wachowski. Alors, qui sont les Wachowski? C'est tout simplement le duo qui nous a fait Matrix 1, 2, 3. Et en 2008, ils sont arrivés avec Speed Racer. Speed Racer qui n'est autre qu'une adaptation d'un manga qui a été créé par Tatsuo Yoshida en 60, hein, dans les années 60, et qui a forcément été adapté en animé, et qui maintenant, du coup, est au cinéma depuis 2008 avec cette adaptation. Alors de quoi parle le film? Ça parle tout simplement d'un as du volant qui s'appelle Speed Racer, qui fait partie de la famille Racer, jusque-là pas de grande surprise, et il pilote la puissante Mach 5, la Mach 5. Je sais pas si vous voyez ce modèle de véhicule qui est normalement sur le poster, notamment pardon sur le poster du film, mais qui était aussi un peu en figurine. Je me rappelle jouer à l'époque. Donc c'est une belle voiture blanche qui va bien vite. Et il est approché par le fanatique automobile qui s'appelle les Royalton, donc de la société Royalton Industries, qui lui propose un gros contrat en disant écoute Speed, tu es le meilleur, je te propose un gros contrat. Et Speed refuse pour décider de rester dans la famille. Et c'est là que va commencer les ennuis, tout simplement pour Speed Racer. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce avant qu'on attaque la critique du film. On dirait qu'une seule chose intéresse votre fils. Tous les pilotes en voiture. Il ne parle que de ça, Le compte à rebours final a commencé. et apparemment, il ne pense qu'à ça. La course automobile. C'est l'arrivée triomphale du vainqueur, Speed Racer. Il sera sûrement très bon. Non, ce sera sûrement le meilleur. Pour ma famille, y a que la course qui compte. Lorsque je te vois faire certaines choses, j'en ai le souffle coupé. Je suis tellement fière d'être ta maman. Ah, youpi! Alors Thibaut, tu n'avais pas vu ce film, je pense, hein? Non. C'est vrai qu'au début, on s'était dit qu'on allait voir, enfin qu'on allait redonner des secondes chances qu'à des films qu'on avait déjà vus nous-mêmes. Et puis à un moment, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être un peu ouvrir le jeu à des films qu'on n'a pas vus du tout, mais qui n'ont pas spécialement bonne réputation ou qui ont une réputation, soit les gens adorent, soit les gens détestent. Et c'était un peu le cas de Speed Racer. Du coup, voilà, banco, on s'est attaqué à ce film. Alors, moi je vais peut-être commencer comme ça, je vais dire, mais pourquoi ce film n'a pas fonctionné? Ça c'est une question, parce que voilà, je suis plutôt client, moi, de Speed Racer, j'ai passé un bon moment. Je sais pas si c'est ton cas également. Dans l'ensemble, ouais. Dans l'ensemble, ouais, hein, donc c'est bon, forcément, c'est une adaptation d'un animé et d'un manga, donc on est clairement dans un style qui dépote clairement, hein, avec des visuels très colorés, une présence vraiment exagérée des écrans verts, enfin, il y a que ça. Mais du coup, on a une esthétique très propre, hein, très propre,
très spécial qui convient bien à l'univers du film familial et du film pour enfants aussi, hein, parce que c'est aussi ça à la base. Speed Racer, c'est un film pour enfants, puisqu'on a ce côté un petit peu, je trouve, indestructible avec la famille racer qui s'unit dans cette compétition folle pour affronter les géantes industries. Enfin voilà, il y a un peu un côté la famille se rebelle et le côté vagabond du speed racer dans sa voiture et ce côté forcément très jeu vidéo des courses-poursuites sur les circuits. Donc moi, j'ai trouvé que c'était Ouais. vraiment un chouette mélange. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Thibaut? Je suis assez d'accord. Alors effectivement, c'est vrai que c'est très très particulier dans son style. Je sais pas si tu avais déjà vu l'animé. Moi, je n'ai des très très vagues souvenirs, mais c'est vrai que c'était compliqué à adapter. D'ailleurs, avant d'arriver à ce film-ci, il y a eu d'innombrables, euh, innombrables, pardon, projets d'adaptation avant qu'il n'arrive finalement à réussir. Et du coup, oui, c'était un challenge assez compliqué quand même parce que il y a beaucoup d'univers différents en fait dans ce film. Déjà, les acteurs évoluent dans des environnements qui sont virtuels. On voit les comédiens, Ouais. mais tu vois que tout le décor, c'est fait avec des effets spéciaux. Il y en a, t'as l'impression de voir un jeu d'arcade en 2D, ouais, quasiment. D'autres, c'est beaucoup plus de la 3D. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et d'éléments visuels qui se mélangent. Et du coup, je pense que c'est clairement ça qui a décontenancé énormément de personnes parmi le public, parce que c'est euh, c'est c'est vraiment particulier. J'ai envie de dire qu'il y a pas d'identité propre, parce que c'est plusieurs identités, d'une certaine façon, mais c'est ce tout qui forme un, un, un univers visuel très fort, en tout cas, c'est ça. Il y a énormément de couleurs vives, des couleurs très fortes. Et oui, je comprends que ça ait pu gêner certaines personnes à l'époque, quoi. Oui, surtout quand on se rappelle que l'année 2008, c'était l'année de Dark Knight, l'année de films comme Wanted aussi, hein, Choisis ton destin, là, tu te rappelles de ce film? Ouais, Euh, ouais, bien sûr. donc c'était carrément une année où c'était des films d'action plus sérieux, il y avait le côté dark aussi des films qui marchaient bien. Et là, en un coup, on se tape une licence, enfin une nouvelle licence pour l'Amérique, hein, clairement, qui envoie des couleurs, ça me faisait penser parfois à un univers de Tim Burton, tu sais, les premiers films de Tim Burton. J'avais Ouais, été visiter son exposition et il nous montrait vraiment ses premiers courts-métrages aussi, avec un côté visuel très distinct, hein. On reconnaît tous un film de Tim Burton aujourd'hui. Et là aussi, il y avait ce truc totalement assumé. Ça m'a fait aussi penser à Scott Pilgrim un petit peu. ouais, Où complètement, complètement. on y va à fond dans le côté manga, on assume 100% et limite on ajoute les bruitages qui vont avec, quoi, hein. Donc j'ai vraiment trouvé ça assez sympathique. Et à côté de ça, forcément, c'est un film pour enfants. Et je trouvais que les thématiques abordées, de forcément l'absence du frère, la reconnaissance familiale, etc., forcément les principes plus classiques la petite famille contre les industries. Mais je trouvais aussi qu'il y avait des messages qui fonctionnaient bien. Et on va dire la quête du héros aussi à réussir à me prendre, quoi. Tu vois, j'ai réussi à être investi là-dedans, malgré l'effet visuel très, très prenant, quoi. Et Ouais, peut-être ouais, je déconcertant pour comprends. certains. Ouais. Ah bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et j'avais pas reconnu pendant tout un temps que c'est de nouveau, hein, Michael Giacchino qui a fait la musique Michael Giacchino, ouais, du ouais, film. bien sûr. Giacchino, on en a parlé la semaine passée, si je me rappelle bien. Exactement, il avait signé la musique de John Carter, tout à fait. Et ce n'est pas le seul élément de Lost qui était dans le film, hein. Matthew Fox, attention, Ouais, un revenant. Enfin, un qui revenant. incarne le Racer Euh, X. Racer X, forcément, personnage complice et puis personnage mystérieux. Non, honnêtement, bon, Ah, voilà, on va pas faire le tour de. pas si Oui, mystérieux que ça, en vrai, hein. Je trouve que la non. gestion de ce pseudo-mystère est quand même pas incroyablement bien gérée, mais c'est vrai que le film est destiné à un public un peu plus jeune, donc voilà, ça passe, mais Ouais, quand clairement. tu es un spectateur un peu plus aguerri, voilà. Non, mais franchement, et puis à côté de ça, je pense qu'on peut en parler aussi des courses-poursuites.
Je trouve qu'elles avaient un côté très fun, malgré forcément le côté visuel un peu indigeste où tu vois des voitures qui font des trucs complètement ahurissants sur un circuit et ça rappelle clairement les meilleurs jeux vidéo du genre, mais ça Il y donnait a, y bien a à rien l'écran. de, il y a rien de cohérent hein, en vrai. Enfin, il y a rien de crédible. Bien sûr, mais tu sais parfois, bon voilà, un jeu vidéo, on apprécie y jouer, on apprécie parfois le regarder, mais parfois quand c'est retranscrit au cinéma, tu sais cette ambiance un peu exagérée, ça passe pas tout d'un coup, on est moins pris dedans, enfin on n'est pas aussi investi que par exemple un jeu vidéo. Mais là par Ouais, contre, je ouais. trouvais que les courses étaient très fun et que ce côté Mario Kart un petit peu donnait très bien quoi, tu vois? Et le fait qu'ils avaient des scies et des espèces de trucs pour percer les roues de chacun, enfin, et je trouvais que cette vitesse était très bonne. Ça m'a rappelé aussi la course-poursuite dans Ready Player One, hein, au début du film. Ouais. Donc voilà, franchement, des super trucs à retenir de Speed Racer. Là où ça passe un peu moins, forcément, c'est dans son style, on l'a dit, hein, ça passe ou ça casse. Soit au bout de 5 minutes, vous coupez, soit vous continuez. Ouais, Et mais puis c'est un... à ce sujet-là, je pense que en fait, c'est une des raisons qui ont fait que le film n'ait pas eu de super bonnes critiques non plus, en fait. C'est-à-dire que voilà, les critiques de cinéma sont des gens qui voient de tout. Et, et Speed Racer, c'est typiquement le genre de film pour lequel il faut un peu avoir les codes de base. C'est-à-dire pas forcément être fan du manga, mais savoir d'où ça vient, savoir que c'est un manga, savoir que ça ressemble plus ou moins à ceci ou cela. Et, et en fait, on voit un peu le même procédé maintenant avec Marvel. Tu vois que la plupart des critiques ciné qui sont d'une autre génération, de génération un peu plus âgée, bah, c'est pas du tout leur truc. Et pour la plupart, ils n'ont pas forcément les codes, etc. Et donc, ben, au-delà de la critique des films en question qu'on peut faire, pour eux, ça va chaque fois être le nouveau truc Marvel, et ils vont pas spécialement comprendre en quoi un film est lié avec un autre, etc., etc. Enfin, et cette grille de lecture, elle est adaptable à peu près tous les films, tous les genres et toutes les personnes. Mais voilà, je pense que Speed Racer est vraiment un film très particulier pour lequel il faut un peu savoir d'où ça vient, etc., pour bien comprendre ce qu'on est en train de voir. Parce qu'effectivement, voir un truc si exagéré, si over the top, etc., si fort visuellement, ben, c'est pas rien, c'est pas rien, tu vois pas ça tous les jours. Et donc, c'est clair que ça va créer une certaine réaction auprès du public et de la critique, évidemment. Oui, c'est sûr qu'à notre époque, on est plutôt Fast and Furious et des trucs comme ça. Si tu lances le film Speed Racer sans savoir ce que c'est, tu risques fort d'être surpris et négativement parce que tu vas pas comprendre le délire. Mais en effet, si on te briefe un petit peu, qu'on te dit que ça vient de Mac Go Go Go, et que tu regardes un petit peu d'abord sur Internet à quoi ça ressemble, tu comprends mieux du coup l'ambition des Wachowski. Et la mission qui est du coup réussie parce que on en parlait la semaine passée des films qui ont des couilles entre guillemets ou des films ambitieux. C'est un bel exemple de film ambitieux, tu vois. Ils se disent voilà, on va le faire version US, mais on va vraiment respecter le style du manga et on va au contraire y ajouter une palette complètement dingue pour lui donner une identité. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ce film, on en parle 10 ans plus tard et qu'on l'a vu parce que ce film a gagné en popularité après sa sortie et est considéré pour pas mal de gens qui ont grandi aussi à ce moment-là comme allez, un véritable film dans leur panthéon, quoi. Hein. Speed Racer, ça devient un peu un indiscutable parfois quand tu parles à certaines personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes que nous. Donc voilà. C'est un film qui a pris un certain galon, effectivement, avec l'âge. Parce que, une fois encore, les Wachowski étaient un peu en avance sur tout le monde. Hein. Un film complètement virtuel à ce point-là, en 2008, bah, il n'y a personne qui faisait ça. Hein. Ouais, c'est peut-être Et aussi pour ça que voilà, les critiques étaient pas très chaudes, hein, parce que tu sais, le cinéma, c'est quand même un art qu'il faut protéger, un savoir-faire qu'il faut protéger. Et donc, quand on arrive comme ça avec un film pratiquement 100% numérique, euh, qui, qui voilà, a une esthétique vraiment très très proche d'un jeu vidéo, bah, c'est clair qu'à mon avis, il y a deux, trois critiques qui ont tremblé, quoi, hein, ouais, sans doute, c'est en voyant possible. ça. Bref.
Seul truc qu'on pourrait changer pour moi, pour lui donner un peu plus de peps, c'est justement un peu le raccourcir. Je trouve que ça, pour un film justement avec un principe très enfantin, très, allez, c'est très simple. Au contraire, justement, comme tu le dis, on voit un peu toutes les ficelles narratives. Pas besoin de faire un truc de 2h10. Je trouve qu'ils auraient pu un petit peu raccourcir l'histoire. Mais il y a une dernière chose que je voulais vraiment insister, sur laquelle je voulais insister, c'est les 15-20 premières minutes du film qui pour moi sont incroyables. Pourquoi? Parce que je trouve que les transitions entre les différents personnages et les actions qui se passent dans les 15-20 premières minutes, on arrive à comprendre qui est qui, qu'est-ce qu'ils veulent, d'une manière hyper dynamique. Il y a une course-poursuite en même temps, on voit des flashbacks sur le passé, l'enfance. Enfin, je trouve que cette introduction est assez folle. Ouais, Quand on sait qu'en fait elle se déroule dans l'espace de 5 minutes, mais c'est juste qu'elle est remplie de flashbacks et de moments un peu ciblés sur chaque personnage, quoi. ouais, c'est vrai que c'est je vais pas dire que c'est une introduction parfaite, mais c'est parce que dans l'absolu, elle est très simple hein, dans sa façon de procéder. Ils ont, enfin, les Wachowski ont rien renouvelé avec ça, mais c'est d'une efficacité assez incroyable. Enfin, je dirais, ça te met directement dans le bain, tu as tout compris, les enjeux, etc., etc. Donc c'est parfait, ouais. Enfin, presque parfait, ouais. Je trouve. Voilà, tu as encore quelque chose à dire avant qu'on donne une note à Speed Racer? Euh, Écoute, j'ai passé un bon moment. Je savais euh, que c'était pas spécialement mon genre de film au début, parce que même si voilà, j'avais déjà vu des épisodes de l'animé, euh, le film c'est quand même autre chose et c'est le genre de film avec lesquels j'ai parfois un peu de mal, je t'avoue. Mhm. Mais non, je trouve que le cahier des charges était fort bien rempli et je suis content d'avoir enfin comblé ce manque. Parce que, pour rappel, en 2008, les Wachowski, elle sortait de Matrix et Emile Hirsch, il sortait de Into the Wild, qui a quand même été son grand succès. Et donc forcément, quand les deux, plus Matthew Fox, qui était encore dans Lost, etc., il y a pas mal d'éléments qui faisaient que j'avais très très envie de voir ce film et je n'avais jamais eu l'occasion jusqu'à présent. Donc voilà, erreur, enfin, manque comblé. C'est comblé. Qu'est-ce qu'on lui donne du coup? Personnellement, moi je lui donnerais un bon 3 étoiles quand même, hein. Peut-être bien, peut-être bien. Bien. Écoutez, on va y aller Allez, je sur te 3 suis. étoiles, c'est ça. Et puis la semaine prochaine, on vous parlera d'un autre film qui, à mon avis, aura peut-être pas la même critique. On verra. Lone Ranger, film avec Johnny Depp et Armie Hammer. Encore une tentative de Disney hein, de nous faire un nouveau Pirate des Caraïbes. Donc on va voir ça. Je trouve que cette fois-ci, Johnny Depp n'est pas en pirate, mais il est en Apache. Donc on va avoir de belles surprises, à mon avis, la semaine prochaine. Ça, c'est le moins D'ici qu'on là, puisse dire. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine du coup et à très bientôt, notamment dans les salles de cinéma qui, on le répète, réouvriront le 1er juillet prochain. Merci beaucoup Ouais, d'avoir et écouté cet épisode. le 22, si vous êtes en France, le 22 juin, vous avez de la chance, c'est Ah oui, c'est bientôt. vrai. En France, vous êtes un peu plus vénard que nous. Vous allez pouvoir voir des films avant. Peut-être des films qui ont un label Cannes 2020. On ne sait pas, on verra. On vous tiendra en tout cas informé de tout ça dans Cinécast quand on reviendra en pleine forme. À très bientôt. À bientôt.